Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1, bienvenue dans ce 13h. Un avion de 10 places en provenance de Ouagadougou s'est crashé ce matin au large d'Abidjan, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les 10 passagers ont été retrouvés par les secours, 4 sont décédés, les 6 autres conduits à l'infirmerie. Les ambassadeurs allemands, finlandais, italiens et éthiopiens nouvellement accrédités en Côte d'Ivoire ont officiellement pris fonction vendredi avec la remise de leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence de la République. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi son refus de certifier l'accord sur le nucléaire iranien. Sa décision fait beaucoup réagir aux Nations Unies où cet accord avait été formellement endossé par une résolution du Conseil de sécurité. Je vous le disais en titre, un avion de 10 places en provenance de Ouagadougou s'est crashé ce matin au large d'Abidjan, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les 10 passagers ont été retrouvés par les secours, dont le GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers. 4 sont décédés. Les 6 autres ont été conduits à l'infirmerie de la force française en Côte d'Ivoire. À l'heure qu'il est, l'opération de sauvetage est terminée. Cheikh Koné, notre reporter, revient du lieu du crash. Vous pourrez suivre son reportage dans quelques instants. Un centre de crise d'urgence est mis en place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou-Kofi, le ministre de la Sécurité, Sidiki Diakité, et le DG de la police, Youssouf Kouyaté, y sont. Notre reporter Sylvie Touré y est également. Elle a recueilli pour vous la réaction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Bonjour Sylvie. Alors, bonjour Hamza, nous sommes ici au centre de crise. Il y a un centre de crise d'urgence qui a donc été ouvert et nous sommes avec le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Santé. Et comme vous le savez, ce crash a fait 6 blessés et 4 morts. Et nos autorités étaient au 43e BIMA, là où ont été conduits les blessés. Et nous allons en savoir un peu plus avec les autorités. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il convient de savoir à cette heure actuelle? Je peux déjà vous donner confirmation que ce matin, aux environs de 8h30 minutes, un avion Antonov, pour l'heure, l'information que nous avons est en provenance du Burkina Faso, avec à son bord une dizaine de personnes, y compris l'équipage, a donc craché à Port-Bouët. Et donc l'équipage, comme je l'ai dit, composé de 10 personnes, nous avons enregistré 4 morts et 6 blessés. Les 6 blessés ont été pris en charge par le 43e BIMA et ils y sont en ce moment et nous les avons tout à l'heure visités en compagnie de Madame le ministre de la Santé, de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Et les 4 morts sont également en train d'être évacués sur Ivosep Abidjan. D'accord. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la situation des blessés? Oui, les 6 blessés, pour l'heure, n'ont pas leur vie en danger, n'est-ce pas? Et ils sont tous pris en charge. Et certes, ils sont pour 4 d'entre eux, ils sont en bloc opératoire. Madame le ministre a eu le temps de le constater tout à l'heure. Ils sont bien pris en charge et nous espérons qu'ils vont se retrouver très bientôt. Merci bien, Monsieur le ministre. Merci Hamza Diaby. L'avion de 10 places venait donc de Ouagadougou, au Burkina Faso. Le crash, je le rappelle, a eu lieu au large d'Abidjan, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Notre reporter Cheikh Koné revient du lieu du crash. Son reportage. Tôt ce matin, dès 6 heures, les habitants du quartier Adjoufou, dans la commune de Port-Bouët, ont été tirés de leur lit par le bruit assourdissant d'un crash. Triste constat. Des épaves de l'aéronef éparpillées sur la plage. Des corps sans vie de 4 membres d'équipage. Les populations sorties nombreuses ont alerté les services compétents. L'appareil, un Antonov, transportait 10 personnes, donc les causes du crash restent à élucider. Toutefois, selon les premières explications, l'appareil aurait raté son atterrissage avant de s'écraser dans l'eau. Ce riverain, premier témoin à être sur les lieux, explique. Je vois un aéronef qui pointe du nez sur la mer.
ben, je l'ai vu pointer carrément le nez dans l'eau. J'ai vu qu'il a dû confondre l'aéroport et la plage, parce qu'il a dû avoir des problèmes de vision avec la pluie. Donc automatiquement, je ne l'ai plus revu aller sur l'aéroport. Je vois sortir quelqu'un, un Français, avec son treillis, qui a tout en sang. Il court pour le SAMA 33, le commissariat de derrière WAF. Voilà. Et c'est là qu'il donne exactement la primeur de l'information en disant qu'il y a un aéronef avec tous les équipages qui sont à l'intérieur et ils sont tombés dans l'eau. En entendant la lumière sur les causes de ce crash, les 6 survivants ont été pris en charge et leur vie serait hors de danger. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure actuelle sur ce crash qui, je le rappelle, s'est produit ce matin aux environs de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Les ambassadeurs allemands, finlandais, italiens et éthiopiens nouvellement accrédités en Côte d'Ivoire ont officiellement pris fonction hier vendredi avec la remise de leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Les 4 personnalités ont été reçues pour sacrifier à ce traditionnel cérémonial en matière de diplomatie. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, son Excellence Girma Temesjan Barkessa, il occupait précédemment la fonction de directeur général des relations bilatérales au ministère éthiopien des Affaires étrangères. Présentant ce jeudi 13 octobre ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, le nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a fait valoir son ambition de travailler à la poursuite de la longue amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire, amitié vieille déjà d'un demi-siècle. L'Éthiopie attache une importance extrême à ses rapports avec la Côte d'Ivoire, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique, du commerce et des rapports surtout d'homme à homme. Et en tant qu'ambassadeur ici, je me vertuerai à renforcer ces rapports, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le rapport de contact entre les peuples. Nouvel ambassadeur désigné de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Michael Graou. Il était précédemment ambassadeur de son pays au Laos. Je suis venu pour contribuer à ce que le sommet prochain Union européenne, Union africaine, devient un succès et aussi pour coopérer avec le gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre du compact avec l'Afrique, des groupes G20 et des programmes complémentaires qu'Allemagne a établis, mis en œuvre à cet effet. Nous voulons que les fruits des réformes bénéficient le peuple ivoirien et leur assurent un futur dans la paix. Son Excellence Stefano Lo Savio est le nouvel ambassadeur de la République italienne en Côte d'Ivoire. Diplômé en économie et commerce, il entend inscrire le volet économique au premier plan de sa mission en Côte d'Ivoire. Les objectifs de ma mission ici, je veux m'engager beaucoup, surtout sur le renforcement du partenariat économique. Vous savez que l'Italie est en première ligne sur la gestion des flux migratoires. C'est un problème majeur qui touche à nous tous. Il faut travailler ensemble pour essayer de trouver le chemin d'un développement conjoint. C'est pourquoi que je m'engage beaucoup à améliorer le partenariat économique avec la Côte d'Ivoire. J'essaierai de collaborer pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et ses ambitions d'ici 2020. Présence discrète, le nouvel ambassadeur désigné de la République de Finlande est une dame. Son Excellence, Madame Seja Toro, occupait précédemment les fonctions d'ambassadeur de Finlande près la République du Mozambique. Selon le nouvel ambassadeur, son pays, la Finlande, possède une expérience en matière de lutte contre les changements climatiques qu'il est prêt à partager avec la Côte d'Ivoire. J'ai félicité à son Excellence de l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous avons aussi parlé de changement climatique qui est une préoccupation par son Excellence et aussi c'est une priorité pour le gouvernement et le peuple de la Finlande. Il y a beaucoup de produits d'innovation
de technologies propres et d'énergie en Finlande. Et nous sommes à disposition de la Côte d'Ivoire d'exposer ces produits. Et nous avons aussi parlé des relations commerciales et il y a beaucoup de possibilités d'augmenter les relations de nos deux pays. Cérémonie hautement protocolaire, chacun au sortir de la présentation de ses lettres de créance a reçu les honneurs militaires rendus par un détachement de la garde républicaine avant de quitter le palais présidentiel. Et toujours au palais de la présidence de la République, après que les 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara a reçu en audience le ministre d'État, ministre des Relations extérieures du Brésil. Aloysio Nunes Ferreira est en visite en terre ivoirienne pour la signature d'un accord portant sur les services aériens entre Abidjan et Rio. On reste avec Viviane Haïm. Renforcer les relations entre le Brésil et la Côte d'Ivoire, c'est le sens de la visite du ministre des Relations extérieures du Brésil, Aloysio Nunes Ferreira, à Abidjan, où il est venu porter ce vendredi une invitation de son gouvernement au président de la République, Alassane Ouattara. Le Brésil et la Côte d'Ivoire ont un intérêt mutuel à ce que leurs relations soient de plus en plus étroites, a-t-il souligné. Une coopération qui peut s'étendre à de nombreux domaines, entre autres la lutte contre le swollen shoot qui menace le verger cacaoyer ivoirien. La Côte d'Ivoire est un pays ami du Brésil, un pays qui se développe, qui se modernise, un pays démocratique. Et nous avons l'intérêt à ce que nos relations soient de plus en plus étroites. Je suis venu avec l'invitation pour que Monsieur le Président de la République puisse nous rendre visite au Brésil. Nous espérons qu'il puisse le faire bientôt. Nous avons une série de dossiers de coopération sur lesquels nous allons nous plonger maintenant, moi et le ministre des Affaires étrangères. Il y a certaines modalités de coopération qui vont très bien, la pêche. Nous avons beaucoup de collaboration aussi en matière de défense, des préoccupations communes sur la sécurité de cette partie de l'Atlantique Sud. Et concernant l'affaire du cacao, je suis très optimiste quant au résultat d'un séminaire qui va se tenir au Brésil le mois prochain, où vont participer des techniciens de votre pays et des techniciens brésiliens pour trouver des critères communs à propos des mesures sanitaires. Et je suis certain que nous arriverons à un bon résultat de façon à ce qu'on puisse réouvrir les importations du cacao en grain de la Côte d'Ivoire. J'insiste sur le fait que pour moi, il a été un très grand honneur de connaître votre président de la République et que j'espère que sa visite au Brésil puisse contribuer à ce que nos relations soient de plus en plus étroites. Classé au rang de pays émergent, le Brésil, à de nombreux égards, peut être considéré comme un modèle pour la Côte d'Ivoire dans son projet d'atteindre l'émergence. La Française Audrey Azoulay sera la prochaine directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour le vote final des 58 membres du conseil exécutif de l'organisation, l'ancienne ministre de la Culture de François Hollande, énarque diplômée de Sciences Po et de Paris-Dauphine, était opposée au Qatari Ahmad Ben Abdelaziz Al-Kawari. Elle a obtenu 30 voix contre 28 à son opposant. Sa nomination sera officialisée le 10 novembre prochain. De retour à Abidjan, ici, l'on a fait hier vendredi le point des activités parlementaires. Au cours de cette session unique, plusieurs activités ont été menées par les députés, dont l'adoption de plusieurs projets de loi. Des missions au plan national et international ont été également effectuées. Olivier Iriebi, Sidonie Davila. Depuis la rentrée parlementaire du 3 avril jusqu'en août dernier, 5 projets de loi sur 7 ont été examinés et adoptés par les députés. Intervient une trêve suite aux vacances gouvernementales. Le 21 septembre dernier, les députés ont retrouvé le chemin de l'hémicycle.
La session ouverte à cet effet est prévue pour s'achever le 13 décembre prochain. Au programme, l'examen et l'adoption d'une vingtaine de projets de loi et de 2 propositions de loi émanant des députés. Sur la non-tenue des dernières séances de débat du mercredi et du jeudi dernier, les explications du secrétaire général de cette institution. Pour que ces activités puissent se tenir, il faut que les membres du gouvernement soient disponibles. Donc nous arrêtons le calendrier de commun accord. Il peut arriver que pour une raison ou une autre, le gouvernement nous saisisse l'Assemblée nationale pour indiquer l'indisponibilité des représentants du gouvernement à cette activité. Nous en prenons note et nous proposons une autre date pour tenir cette activité. À côté des activités classiques du Parlement, des missions de terrain ont été effectuées aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. L'une de ces missions récentes est celle de la Commission des affaires sociales à l'ouest du pays pour apporter la compassion aux populations. Direction Sotchi, en Russie, où se tient depuis ce 14 octobre le 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. En marge de ce festival, les autorités russes ont réuni 76 ministres en charge des questions de jeunesse à Moscou les 12 et 13 octobre dernier. Chaque ministre a présenté la politique mise en œuvre par son pays en faveur des jeunes. Le ministre Sidi Tiemoko Touré y représente le gouvernement ivoirien. Il a dévoilé les grands chantiers de la Côte d'Ivoire pour sa jeunesse. Au micro de notre envoyé spécial, Serge Colléa. C'est la Russie qui accueille le 19e Festival des jeunes et des étudiants du 14 au 22 octobre 2017 à Sotchi. Et c'est en prélude à ce rendez-vous mondial triannuel que les autorités de Moscou ont initié cette réunion interministérielle. Une tribune qui se présente comme un grand oral pour les pays participants. Ce sont 16 ministres ou représentants d'institutions et de gouvernements se sont succédés sur le podium. Objectif, dévoiler les grands axes des politiques déployées dans leurs États au profit de la jeunesse. Dans cette vision, le ministre Sidi Tiemoko Touré a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire. Il a souligné la volonté politique affichée avec la création des ministères dédiés à la promotion de la jeunesse et à l'emploi des jeunes. Cette politique s'appuie sur 5 stratégies que sont la stratégie de l'autonomisation des jeunes qui a inspiré la mise en place du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, garantissant ainsi la participation des jeunes à l'élaboration des politiques et programmes à leur attention. Nous avons aussi la stratégie de protection des jeunes. Nous n'oublierons pas de citer la stratégie pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Nous citerons finalement des activités génératrices de revenus et d'entrepreneuriat et d'auto-emploi, afin d'aboutir à terme à une jeunesse autonome et responsable au triple plan civique, moral et professionnel. Le représentant du gouvernement ivoirien a rappelé les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Fédération russe, vieux de 50 ans. Il a demandé à Alexander Bougaev, chargé des questions de jeunesse, de traduire au président Vladimir Poutine le message d'amitié du chef de l'État Alassane Ouattara. Aux côtés des ministres, plus de 20 000 jeunes venus de 150 pays vont participer à la 19e édition du Festival des jeunes et des étudiants de Sotchi. Le projet du métro d'Abidjan est en passe de devenir une réalité. Fin novembre prochain, il sera officiellement lancé. Amadou Koné est en ce moment à Paris, en France, pour les derniers réglages. Le ministre des Transports a rencontré hier les entreprises en charge de la réalisation des différentes phases de ce projet. Ce sont les entreprises qui fourniront les rails et les moyens de transport. Il prendra part ce samedi à une dernière réunion dont le point nous sera fait par Mamadou Kouassi dans nos prochains journaux. Les projets sont possibles en Côte d'Ivoire parce que la sécurité y est de plus en plus garantie. Et voilà seulement 3 semaines que l'opération Épervier 3 s'est déployée sur tout le territoire national. Sa mission est de traquer les grands bandits et assurer la sécurité des populations. Après donc ces quelques semaines d'activité, les résultats sont déjà appréciables. Une dizaine de trafiquants de stupéfiants ont été mis aux arrêts. Le bilan a été dressé hier en présence de notre reporter Herman Guivet. Abidjan, commune de Yopougon, quartier Siporex. À ce carrefour très animé de Yopougon,
Plusieurs citoyens se sont vus dépouillés de leurs biens, pris à partie par des individus aux intentions lugubres. Réputé pour être un nid de délinquance juvénile et identifié comme tel par les services de police, l'endroit, comme plusieurs autres sites à Abidjan et à l'intérieur du pays, est depuis plusieurs semaines la cible de multiples opérations de sécurisation. Baptisé Épervier, un effectif de 1500 hommes déployé pour faire reculer les frontières de l'insécurité, des actes de délinquance imputés à une cible juvénile, des adolescents qualifiés d'enfants en difficulté avec la loi. Un phénomène qui trouble la quiétude des populations. S'ils ont envoyé l'opération, nous on souhaiterait que ça continue toujours. Sinon vraiment c'est difficile. On ne peut pas une fois devenir faire la sécurité et puis après on n'est plus en sécurité. Moi je préfère qu'ils continuent tous les jours ce qu'ils ont commencé. Nous avons la peur de venir à Abidjan. Moi personnellement j'ai peur de venir à Abidjan parce que cette affaire de microbes, c'est une plaie pour tout le monde. Donc si aujourd'hui cette opération rime à vraiment entériner cette gangrène-là, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport au site sur lequel je traverse tout le temps quand je viens à Abidjan, je crois que c'est une bonne chose pour nous, qui sommes les usagers, pour ces jeunes gens qui vendent. C'est ici que nous venons prendre nos affaires, les tricots, les paires de crêpes et tout ça. Après le lancement de l'opération Épervier 3, l'opération porte déjà ses fruits. 10 dealers arrêtés. Ce sont des personnalités de mauvaise alloi qui sont en train, ainsi que vous le voyez, à travers les 232 fumoirs, qui ont été détruits d'Abidjan à l'intérieur du pays, qui sont en train de détruire notre jeunesse et nos populations. Et donc, parmi ces 10, vous avez 3 de nationalité ivoirienne, 1 de nationalité burkinabé, 1 de nationalité ghanéenne, une dame, et puis 5 de nationalité nigérienne. Nous voulions vous dire qu'autant qu'ils sont appréhendés, interpellés, ce n'est pas eux tous qui sont naturellement présentés donc à la justice, parce que certaines rafles se font de façon systématique. Et c'est après vérification de leur identité dans nos fichiers qu'on se convainc à les déférer. Pour répondre à des questions restées en suspens, nous prolongeons nos échanges avec le directeur général de la police nationale. Vous confirmez qu'aucune zone identifiée comme criminogène n'a été oubliée par Épervier 3. L'opération Épervier 3 se tient sur toute l'étendue du territoire national. Abidjan, les gens y sont également. Et l'objectif, comme on l'a dit, traquer les bandits et ramener ce sentiment de sécurité au sein de la population. Nous avons pour mission de rassurer, n'est-ce pas, cette population. Nous sommes à un bilan partiel. 2 semaines après, quel est l'état des lieux? À mi-parcours de cette opération, les populations peuvent-elles dormir tranquilles? Tout ce que nous faisons, c'est pour que la population soit rassurée. Et quand la population est rassurée, mieux ça va chez nous. Et le chef de l'État, y compris les ministres en charge de la défense et de la sécurité, nous l'ont dit. La population, le sentiment de la population reste l'élément moteur, n'est-ce pas, de cette opération. Une question de sécurité qui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement, qui a réaffirmé sa détermination à endiguer ce phénomène. Une présence policière saluée par les populations. Nous pensons qu'avant et maintenant, il y a vraiment une amélioration actuellement. Vraiment, nous encourageons encore l'État de faire davantage pour qu'il y ait beaucoup de sécurisation. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on a agressé trop ici. Et maintenant, on ne voit plus ça. Ça a calmé un peu. On veut que la police vienne toujours pour sécurité, ce qui ne va pas. Mais l'opération aussi a des avantages. L'avantage, c'est quoi? C'est que les microbes ont un peu aussi diminué. Échoué un peu. Ça, c'est normal. Voilà. Mais moi, j'aimerais que le corps habillé soit un peu indulgent avec les gens. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont le los qui sont forcément les microbes, qui sont forcément de mauvaises intentions. Voilà, tu peux avoir les losses et puis travailler, gérer ta cabine, vendre tes brodes. Puis, j'ai initié l'opération Épervier, on voit une diminution côté agression et partout. On voit la sécurité aussi dans la rue, c'est bien, c'est bon. Mais actuellement, il y a un peu d'excès au fait. Parce qu'il y a des innocents qui prennent les pots cassés. Mais néanmoins, ce n'est pas mauvais, c'est bon, mais qui revoient encore quoi, la pression, qui diminue un peu. Sinon, on voit que vraiment, ça diminue les agressions au fait.
Et vraiment, on est content. Le souci majeur des populations, vaquer tranquillement à leurs occupations, sans crainte de se voir agressés. Reportage signé Herman Guivet. Savez-vous qu'il existe un fonds dénommé Fonds de garantie automobile, un fonds qui a pour mission principale l'indemnisation des victimes de la voie publique dont les auteurs sont non assurés ou pas connus. Il est en place pourtant depuis 2009, mais malheureusement méconnu des populations. Les responsables en sont conscients. Ils viennent d'entamer une campagne nationale de sensibilisation et de formation des parties prenantes dans le transport routier. Les précisions de Justine Seydjike. Policiers et gendarmes, usagers et automobilistes, intermédiaires de compagnies d'assurance, magistrats sont instruits sur le fonds de garantie automobile et le respect de l'obligation d'assurance automobile. Le fondement du fonds, c'est qu'à la base, il y a une loi, la loi de 89, la loi 1301, qui institue l'obligation d'assurance. Naturellement, tous les usagers de la voie publique, tous les acteurs, tous les partenaires ne sont pas informés, ne sont pas sensibilisés de l'existence de cette loi. Donc nous avions fait fort de faire en sorte de réunir dans cet atelier l'ensemble des partenaires pour les sensibiliser sur l'obligation de cette loi. Le fonds de garantie automobile à caractère social a indemnisé un bon nombre de victimes des accidents de la voie publique dont les auteurs ne sont pas connus ou non assurés depuis sa création en 2009. Aujourd'hui, en 2017, le taux de saisine est géré et donc indemnisé. Nous sommes autour de 300 personnes qui nous saisissent, mais pour un chiffre d'indemnisation de tout de 120 millions par an. La victime qui veut nous contacter peut nous contacter par le biais de notre site internet www.fgaci.com. Ce fonds est représenté au sein des CHI d'Abidjan et compte s'installer dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Il prend en compte les victimes des accidents causés par les automobilistes et les conducteurs d'engins à deux roues. La campagne nationale de sensibilisation sur le respect de l'obligation d'assurance automobile qui a démarré à Abidjan s'étendra à Boaké et Korogo. Elle vise le renforcement des capacités de 330 personnes en raison de 110 personnes par localité. Un mot d'actualité internationale. Le président Donald Trump a annoncé hier vendredi 13 octobre, comme attendu, son refus de certifier l'accord sur le nucléaire iranien. Sa décision fait évidemment beaucoup réagir aux Nations Unies où cet accord avait été formellement endossé par une résolution du Conseil de sécurité. Les diplomates regrettent un choix qui ouvre une grande période d'incertitude. Désormais, la communauté internationale attend de voir quel sera le prochain mouvement du Congrès. Je rappelle qu'un avion de 10 places en provenance de Ouagadougou s'est crashé ce matin au large d'Abidjan, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les 10 passagers ont été retrouvés par les secours. 4 sont décédés. Les 6 autres ont été conduits à l'infirmerie de la force française en Côte d'Ivoire. À l'heure qu'il est, l'opération de sauvetage est terminée. Et parmi les 6 blessés, 4 Français et 2 Moldaves. Aucun Ivoirien parmi les victimes. Et vous le voyez en image, les blessés de cette catastrophe aérienne ont été évacués, comme je le disais, au centre médical du 43e BIMA. Étaient présents l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité et la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'état actuel des choses, donc sur cette crash d'avion. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.